rappelle aussi que donc, on est une association et qu'on est très content que vous soyez à chaque fois très nombreux à nous suivre. Et également, pour ceux qui veulent, vous avez la possibilité d'adhérer. Donc, Olivier, je te laisse commencer. Donc, merci Victor, et puis bonsoir à tous, et merci à vous d'être nombreux. Merci à Xavier Pasco d'avoir accepté notre invitation donc, pour nous parler cet après-midi de New Space. Alors, quelques mots avant de vous laisser le micro et l'écran. Je citerai, donc Victor l'a mentionné également, je citerai donc ceux qui nous permettent d'organiser ces conférences qu'on a lancées maintenant il y a quelques années avec Lucien Deschamps. Je remercie les bénévoles d'AGP 21, Victor Bielli notamment, Nathalie Germoun, qui nous permettent d'organiser tout ça, qui nous ont permis d'organiser cette conférence cet après-midi. Je remercie également la commission astronautique de l'Aéroclub de France. Alors, je ne vais pas retourner le couteau dans la plaie parce que on a souvent le plaisir d'être dans les beaux salons de l'Aéroclub pour nos conférences. Et promis juré, on y reviendra dès que possible. Je pense dès après l'été, souhaitons-le. Alors, notre conférence de ce soir, déjà merci Xavier Pasco, comme je le disais, d'avoir accepté notre invitation pour vous présenter de façon très brève. Vous dirigez la Fondation pour la recherche stratégique, la FRS. Vous êtes un spécialiste de la politique spatiale. Vous avez participé à de nombreux groupes de travail et d'études au niveau ministériel et interministériel sur ces questions stratégiques de politique spatiale. Je ne vais mentionner qu'un seul projet, il y en aurait beaucoup. Un projet sur lequel vous intervenez actuellement, vous dirigez le programme sous l'égide de la Commission européenne qui s'appelle Spaceway, sur une réflexion sur la régulation. J'espère que je ne dis pas de bêtises, je parle sous votre contrôle, Monsieur Pasco, sur la régulation du trafic spatial, question ô combien d'actualité avec les orbites de plus en plus encombrées autour de la Terre aujourd'hui. Vous avez publié en 2017 un ouvrage aux éditions du CNRS intitulé Le nouvel âge spatial de la guerre froide au New Space. Donc, ça nous conduit au sujet de cet après-midi, le New Space, dont vous allez nous parler. Qu'est-ce que le New Space? Est-ce qu'il s'agit d'une nouveauté liée aux technologies que permet aujourd'hui, par exemple, la miniaturisation, les nouvelles technologies, les nouveaux lanceurs, etc. Ou s'agit-il aussi et d'abord d'une nouvelle façon de penser la conquête spatiale, y compris sous l'angle économique, avec une nouvelle donne actuellement qu'on connaît où notamment des acteurs privés ont de plus en plus un rôle important dans la conquête spatiale, avec la capacité d'envoyer des vols habités et des constellations de satellites. Donc, qu'en est-il de ce New Space? Je me tais et je vous laisse la parole et l'écran. Et à vous donc, Xavier Pasco, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bonjour, si, je vous entends très bien, je vous remercie. Alors, je vais essayer de partager l'écran aussi. Alors, je suis en train, voilà, normalement ça Oui, c'est bon. C'est parfait. Ok, très bien. Je vais le mettre en plein format, ce sera mieux. Alors, merci beaucoup. Je suis ravi d'être avec vous en cette fin d'après-midi pour parler d'un sujet qui s'appelle New Space, mais qui est déjà ancien un petit peu. On en parle beaucoup depuis un certain temps. En fait, moi, ce que je vais essayer de vous donner là, c'est plus des éléments de discussion et une grille de lecture que quelque chose de réellement gravé dans le marbre, hein, parce que ça bouge tous les jours. Et puis, c'est surtout quelque chose d'assez polymorphe, en fait. Et qui, bon, voilà, moi, m'ont conduit à certaines réflexions pour essayer de comprendre un peu ce que c'était que le New Space. Est-ce que c'est quelque chose de général? Est-ce que c'est plus lié à un contexte particulier, à un contexte temporel, un contexte voire politique? Et je pense que oui, en particulier, c'est pas quelque chose qui est arrivé spontanément. Donc, je vais essayer de vous montrer ça, puis de vous en parler un peu, et puis surtout, voilà, je vais essayer de ne pas occuper trop le temps et de manière à ce qu'on puisse échanger et avoir vos questions. Donc, quand on se pose la question du New Space, effectivement, il y a un premier niveau d'analyse finalement qui est un peu intuitif, c'est-à-dire qu'on entend parler
dans les actualités. On sait que ce mois-ci, SpaceX a plus lancé de satellites qu'il n'en a jamais lancé pendant un mois, 240 au mois de mars, avec 4 tirs. Et donc, on se dit, finalement, c'est une rencontre entre des processus technologiques nouveaux. On a en tête la récupération des lanceurs, on a en tête l'industrialisation du satellite, la construction des satellites. Donc, des modes d'industrialisation et d'exploitation commerciale qui n'existaient pas et qui aujourd'hui convergent pour donner une nouvelle dynamique industrielle dans le secteur spatial. Et puis, il y a un deuxième point qu'on souligne souvent, et à juste titre, sans doute, c'est l'utilisation de nouvelles méthodes de technologie ou d'équipement qui viennent en fait d'en dehors du spatial. Alors ça, c'est ce que les Américains disent aujourd'hui. En fait, l'espace, c'était du spin-off, c'est-à-dire qu'on produisait de la technologie et ça avait des conséquences sur l'extérieur, et maintenant on fait du spin-in dans le spatial. C'est-à-dire en fait, on prend des technologies qui ont été développées en dehors du spatial et on commence à les injecter dans le spatial. Donc, c'est cet équilibre spin-off, spin-in. Alors, eux disent qu'il y a une dynamique, en fait, qui s'entretient, ce qui n'est pas totalement faux, sans doute. Alors, tout ça, c'est très... on pourrait revenir sur tout ça. C'est une vision un petit peu, au premier niveau, finalement, un constat qu'on peut faire. Alors, si on regarde un petit peu plus, et c'est ce que j'essaie de faire dans la première partie rapidement, un petit peu plus dans la durée, et si on met en perspective tout ça, on se rend compte que c'est quand même pas arrivé totalement sui generis, complètement spontanément. En fait, c'est un phénomène qui, à mon sens, reste très, très américain. Alors, on le sait, de toute façon, c'est quelque chose qui est né aux États-Unis, mais j'ai le sentiment que ça ne pouvait pas vraiment naître ailleurs. On va voir pourquoi, ce n'est pas seulement une question, les États-Unis, la culture de l'entrepreneuriat, etc. Je crois que c'est beaucoup plus profond que ça, et c'est historique même. Et donc, c'est quelque chose dont on trace les racines, dont on déterre les racines dans les années 90. Je vais essayer de vous en parler rapidement. Et puis, c'est surtout, et là aussi, c'est très politique, en fait, aux États-Unis, à cette époque-là, dans les années 90-2000, c'est la jonction qu'on va faire délibérément ou tout au moins, on va y insister délibérément, entre le spatial, le secteur spatial et le secteur de l'information. Alors, je vous ai dit, donc, le New Space, c'est vraiment pour moi quelque chose qu'il faut remettre dans une perspective un tout petit peu historique. Alors, je vais aller très très vite, je fais ça assez souvent, certains d'entre vous l'auront déjà entendu, mais je le répète parce qu'il faut se donner de l'élan pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui un peu. L'espace, c'est quelque chose, au départ, historiquement, qui est extrêmement gouvernemental, et qui le reste en réalité aujourd'hui beaucoup. Ce qui se dépense le plus aujourd'hui dans le spatial, ça reste des fonds publics. Mais c'est vrai que quand c'est né, c'était presque, l'espace était un secteur régalien. L'espace, en fait, c'est né, c'est un fils de la guerre froide. C'est même un fils du nucléaire, puisqu'en fait, l'espace, c'est né de l'apparition d'une nouvelle arme qui était elle-même née de la rencontre de deux technologies, la technologie balistique et la technologie de l'arme nucléaire. Et quand au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ces deux technologies se sont rencontrées, très très vite, que ce soit aux États-Unis ou en Union soviétique, on s'est aperçu qu'on avait mis au point une arme qui pouvait être définitivement dévastatrice. En gros, on pouvait refaire un Pearl Harbor, mais qui cette fois-ci serait définitif. Et ça va vraiment conduire les Américains, les Soviétiques, à devoir gérer cette nouvelle relation, cette nouvelle arme et l'équilibre stratégique qui allait avec, en étant extrêmement préoccupé de ce qui se développait de l'autre côté, dans le camp d'en face, quoi. Et les satellites, vous savez tous ça bien sûr, mais je le rappelle parce que c'est important, les satellites, c'est né à la fin des années 40 de réflexions qui ont conduit à dire, mais finalement, si on a besoin d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, on a besoin de savoir quels sont les arsenaux balistiques qui nous menacent aujourd'hui, dans les années 40, 50, et pour ça, dans les années 50 notamment, et pour ça, il faudrait qu'on ait le moyen d'y accéder sans être empêché de le faire. Et une étude en particulier, enfin 2 études en réalité, mettent l'accent sur le fait que si on propulse un objet suffisamment haut, avec suffisamment de vélocité, finalement cet objet va tourner autour de la Terre, va chuter de manière infinie. Et si on équipe cet objet d'un appareil photo, on doit être capable, la Terre défilant sous la trajectoire de l'objet, on doit être capable de temps en temps de prendre des photos pour voir ce qui se passe. Alors, dès 1955, aux États-Unis, on va, donc 2 ans avant Spoutnik, Spoutnik, c'est, je vous le rappelle, le 4 octobre 1955, on va lancer un programme
de satellites espions en réalité. Alors ça ne s'appelle pas encore comme ça à ce moment-là. Ce sera le programme Corona. Et pour l'utilisation exclusive de la surveillance stratégique. Il ne s'agit pas de faire un satellite pour explorer l'espace, il s'agit de faire un satellite qui est en fait un appareil photo dont on va récupérer la capsule et on va développer les films et on va s'améliorer au fil du temps et on doit, pour voir comme ça, avoir une idée précise de ce qu'on appelle à l'époque aux États-Unis la crainte du missile gap. On avait très très peur, et notamment au lendemain de Spoutnik, qu'en fait l'Union soviétique dispose on disait parfois, certains parlementaires disaient à l'époque, de plus de 4000 missiles braqués sur les États-Unis. Parce qu'évidemment, qui disait, pour eux en tout cas, pouvoir lancer un satellite en orbite, comme ça a été le cas de Spoutnik en octobre 57, disait bien, en fait, ces objets-là pourraient retomber, pourraient porter des bombes qui retomberaient sur les États-Unis. Alors on sait aujourd'hui que c'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin, il y avait cette idée qu'un lanceur spatial accéder à l'orbite donnait un avantage stratégique en termes balistiques. Et on avait très très peur aux États-Unis qu'en fait, dans le plus grand secret, aient été développés des missiles stratégiques pour réduire les États-Unis en cendres. Et donc, Eisenhower, lui, en bon général, en bon militaire qu'il était, se dote des moyens de vérifier ça. En particulier, il s'agissait de prendre, par exemple, les voies ferrées, etc., parce qu'il y a des aspects logistiques qu'on peut remarquer immédiatement s'il y a des déploiements massifs, etc., etc. Donc, les premières photos vont intervenir 5 ans après le lancement du programme, en août 60. On aura les premières photos des installations stratégiques soviétiques. D'ailleurs, on s'apercevra qu'il n'y avait pas de missile gap. En fait, il n'y avait pas tout ça, mais ça va venir en son temps. Et in fine, au fil de ces années 60, 70, 80, et en fait jusqu'à aujourd'hui, on a développé toute une couche de satellites extrêmement coûteux, financés évidemment de manière extrêmement massive, aux États-Unis comme en Union soviétique, avec constitution ce qu'on appelait les complexes militaro-industriels pour le faire, etc. On va financer ça pendant toute la guerre froide pour en fait avoir des outils qui permettent de gérer la relation bipolaire, la relation stratégique. Alors, on va avoir, par exemple, donc, ces fameux satellites d'observation pour espionner ce qui se fait au fond des silos de missiles. On va avoir des satellites dédiés à la détection d'un lancement de missiles, par exemple, avec des capteurs infrarouges pour voir les missiles intercontinentaux. On va avoir des satellites qui vont être dédiés à la détection des essais d'armes et donc des détonations nucléaires. D'autres satellites vont être, eux, destinés à écouter la télémétrie, par exemple, quand des missiles sont lancés, on essaie d'intercepter la télémétrie, etc. Donc, tous ces satellites, alors je ne vous ai pas mis les plans, je les mets souvent, mais ça aurait pris trop de place. Mais c'est vrai que quand on fait un compte historique de tous les lancements de l'époque, sur les années 60, 70, 80, 90, etc., on se rend compte de l'énorme masse d'un côté et de l'autre, dans tous ces domaines, de l'énorme masse de satellites et du nombre important de satellites lancés. Et donc, moi j'appelle cette couche, alors c'est comme je dis aussi, ce ne sont pas des périodes qui se succèdent parce qu'en fait ce sont des couches qui s'empilent les unes sur les autres. Pour moi, cette activité-là, c'est ce que j'appelle l'espace stratégique. En fait, c'est l'assurance vie. Le spatial à cette époque-là est vécu implicitement par les États-Unis et par l'Union soviétique comme quelque chose qui est en fait une forme d'assurance vie. C'est-à-dire qu'on ne s'avoue pas mutuellement qu'on dispose de ces moyens, mais on sait qu'on les a et on sait qu'on peut s'observer mutuellement, ce qui crée en fait la relation de dissuasion mutuelle. Et la relation de dissuasion mutuelle, c'est ce qui permet de gérer le nucléaire et finalement, ça convient aux deux parties. Alors, on essaye comme ça de se concurrencer un peu dans l'espace, mais on a intérêt à ce que l'espace reste finalement assez stable, parce qu'il faut que ces moyens fonctionnent pour que la dissuasion fonctionne. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est ça qui a structuré l'espace au départ et qui a justifié l'injection d'argent massif, public, dans ces moyens. Alors, et qui justifie aussi le fait que l'espace, à cette époque, reste finalement relativement stable, alors, soit presque une forme de sanctuaire. On n'a que deux pays et ils co-gèrent un peu l'environnement spatial, finalement. Ça dure jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, en Union soviétique ou ailleurs, il y a tout un tas de programmes spécifiquement militaires qui ont un lien direct avec la crédibilisation de la dissuasion nucléaire. Ça existe toujours. Mais il y a quelque chose qui arrive
une deuxième couche qui vient s'empiler, si vous voulez, dans le développement industriel du spatial, notamment du point de vue de la sécurité et des satellites. Alors, je ne parle pas, là, délibérément, je ne parle pas d'Apollo et de ces choses-là, hein, qui sont une autre dynamique qui apparaît après, aussi, qui est compétitive politiquement, mais qui touche moins, on va dire, l'occupation circumterrestre, on va dire. Arrive une autre période, c'est la fin de la guerre froide, fin des années 80, début des années 90. Là, on se retrouve dans une situation inédite. On n'est plus dans la relation bipolaire. L'Union soviétique s'effondre. Elle a toujours beaucoup de moyens, bien sûr, mais il y a aux États-Unis notamment l'idée que désormais, le principe régulateur qui était le principe bipolaire disparaît, qu'un certain nombre de conflits risquent de se développer partout dans le monde, alors même qu'avant, ils étaient régulés soit par le patron américain, soit par le patron soviétique. Et donc, les États-Unis, et ça, c'est c'est la fin de la présidence George Bush senior et le début de la présidence Clinton, se mettent dans l'idée que les États-Unis doivent se doter d'un certain nombre de capacités militaires, notamment, et de renseignements, pour bien contrôler un peu tout ce qui pourrait surgir dans le monde. En particulier, ils se mettent dans l'idée que leurs forces armées doivent pouvoir combattre sur ce qu'on appelle 2 conflits régionaux majeurs simultanément, ce qu'on appelle des Major Theater Wars. Et le premier conflit régional majeur, donc, que les États-Unis vont mener en tant que gendarmes du monde, si vous voulez, c'est la guerre du Golfe avec George Bush senior à la fin de sa présidence. Et ça va ensuite se suivre avec les différents conflits, que ce soit en Centre-Europe, que ce soit au Proche et au Moyen-Orient. Et donc, il y a l'idée que là, il faut que les États-Unis disposent des moyens de mener ces nouveaux conflits conventionnels. On passe d'un besoin d'investissement massif dans le stratégique au besoin d'ajouter de l'investissement pour, cette fois-ci, mener des conflits réellement sur des champs de bataille, etc., contre des pays régionaux, des puissances régionales qui peuvent être importantes, de taille importante. Et donc, le conflit du Golfe va être un premier test, et on va se rendre compte que tout ce qu'on avait développé dans le cadre de la guerre froide, en fait, n'est pas très adapté aux champs de bataille, et n'est pas très adapté aux soldats, si vous voulez. Donc, en gros, on va commencer à réfléchir à ajouter des moyens nouveaux. Par exemple, c'est bien de regarder dans un silo de missiles, mais c'est bien aussi de pouvoir suivre un pick-up. Alors, ce ne sera pas le même satellite, ce ne sera pas les mêmes capteurs, ce ne seront pas les mêmes moyens. C'est bien de pouvoir détecter un missile intercontinental soviétique qui brûle longtemps et qui brûle en dehors de l'atmosphère. Par contre, ce n'est pas bien de ne pas pouvoir détecter un Scud lancé par Saddam Hussein alors qu'il ne sort pas de l'atmosphère. Donc, il va falloir développer de nouveaux capteurs, etc., etc. Pareil pour les télécoms, pareil pour l'écoute. Et donc, on va se lancer. Alors là, c'est vraiment une divergence côté américain. Et c'est pour ça que c'est une histoire singulière américaine. Quand même, c'est une divergence. On va, contrairement à d'autres pays, contrairement à la Russie, qui, elle, a d'autres problèmes à gérer, et à l'Europe et à la Chine, qui, à l'époque, n'est pas dans cette dynamique, on va commencer à développer des nouveaux moyens, là encore, pour répondre à des besoins militaires, si vous voulez, mais qui vont augmenter largement, élargir la panoplie de capteurs, de moyens de transmission, etc., etc. Là encore, avec une injection d'argent très très forte qui va se faire sur fonds publics, etc. Et il se trouve qu'en faisant ça, eh bien, effectivement, on commence d'abord, il y a 2 raisons, enfin, 2 avantages à cela. Il y a l'avantage, c'est de disposer de moyens, alors là, d'information tout à fait nouveaux, dont aucun autre pays ne dispose. Et puis, ça permet de reconvertir aussi, de capitaliser sur l'investissement passé de la guerre froide. La pire situation a été de ne pas pouvoir convertir ces énormes fonds dépensés pendant la guerre froide dans la période post-guerre froide. Et là, il faut adapter tout ça, il faut finalement donner un sens à cette nouvelle injection d'argent qui a d'une part un sens au niveau militaire, mais qui peut avoir plus largement un sens au niveau, bien, je dirais, de la puissance américaine dans le domaine de l'information, de la puissance planétaire des États-Unis, de sa possibilité, dans sa capacité à projeter son projet politique, son projet économique, ses standards industriels, etc. Et ça va être l'administration Clinton qui va tout à fait s'en rendre compte, qui va miser là-dessus, qui va commencer à essayer de créer le lien
D'abord entre l'activité militaire et l'activité civile et commerciale, j'y reviendrai, et puis entre l'espace et l'information. Alors, entre l'espace et l'information, on le voit très très nettement au début des années 90, et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Dans les années 90, au début des années 90, à la suite de cette guerre du Golfe, on se dit, ben voilà, il faut une révolution dans les affaires militaires, ce qu'on appelle la RMA à l'époque là-bas, Revolution in Military Affairs. Et c'est vraiment l'idée de se doter de moyens de collecte d'informations, de transmission, de télécommunication, de transmission d'informations, de traitement et de dissémination, qui soient des moyens très très développés, très très nombreux, et qui permettent aux États-Unis d'avoir toujours l'initiative, d'être toujours plus rapide dans la boucle, ce que les Américains appellent, les militaires, la boucle ODA, c'est-à-dire orientation, décision, action. Il y a toujours cette idée que dans le combat conventionnel, si vous êtes plus rapide dans cette boucle, en fait, vous avez toujours l'initiative dans les opérations. Et donc, il y a l'idée que les États-Unis sont bien équipés, finalement, pour mettre le paquet, j'allais dire, sur ces technologies-là. Donc, on commence à parler de révolution des affaires militaires. C'est-à-dire qu'on va faire de l'outil militaire un outil de domination dans le domaine de l'information, au sens large. Et il se trouve que si vous faites ça, vous injectez beaucoup d'argent dans l'industrie spatiale, bien sûr, dans l'industrie de l'information également. Et vous pouvez exploiter ça d'un point de vue industriel, d'un point de vue plus large. Et en même temps qu'on fait la RMA, donc la fameuse révolution des affaires militaires, on va créer, c'est Al Gore à l'époque qui s'en occupait, qui était vice-président de Clinton, lui c'était le pied civil de cette affaire-là. Et le pied civil, c'était quoi? C'était ce qu'on appelait à l'époque les autoroutes de l'information, ou la Global Information. C'est comme ça que c'était pour présenter en réalité. Et c'était quoi en réalité? C'était la mise en place, la mise en opération de l'Internet et du web en réalité. Et ces deux choses-là vont aller ensemble. En fait, on fait une architecture un peu indistincte. Alors, à l'époque, c'est encore scindé entre le militaire d'un côté et le civil de l'autre, mais très vite, on va se rendre compte que les technologies sont assez similaires, sont assez, finalement, peuvent entrer dans une relation dynamique, spin-off, spin-in, dont je vous parlais. Là, c'est du militaire vers le civil, du civil vers le militaire, par exemple. Et on commence, dès ces années-là, à se dire que toutes ces technologies qu'on a développées à des fins militaires, on doit pouvoir les exploiter à son avantage dans le domaine civil et commercial. Et vous avez, par exemple, en 1994, vous avez la première directive Clinton qui décide de permettre aux entreprises privées américaines d'exploiter la résolution métrique, par exemple. Ça, jusqu'alors, c'était pas possible. Enfin, il y a une sorte d'accord de gentleman agreements entre gouvernements pour dire qu'en dessous de 10 mètres ou 5 mètres, j'ai vu que Gérard était parmi les auditeurs, et il saura dire ça beaucoup mieux que moi, c'était vu comme quelque chose d'une qualité militaire. Et bien là, unilatéralement, on décide que désormais, on donne autorisation à des entreprises privées de pouvoir éventuellement faire commerce d'images à 1 mètre de résolution. Alors ça, c'est tout à fait nouveau, c'est unilatéral. De la même façon, le GPS, on va dire, le GPS était un programme militaire, mais finalement, ce GPS, on va donner autorisation au grand public de pouvoir utiliser la précision la plus grande, et ça va développer l'industrie, ça va installer le standard GPS, charge au Pentagone, évidemment, de trouver le moyen, en 4 ans, on lui donne 4 ans, hein, donc jusqu'en 2000, trouver le moyen de sécuriser toute cette affaire-là. Mais donc, vous voyez bien qu'il y a déjà l'idée. Et ça, c'est très, très fort sur l'administration Clinton, qui est pour moi une administration clé dans cette apparition de New Space et de ce qu'on vit aujourd'hui en réalité. Ça a été une manière de reconvertir, en fait, tous ces énormes investissements militaires, stratégiques, de guerre froide, etc., dans des outils, je dirais, de puissance économique, industrielle et militaire, indistinctement, si vous voulez. Donc ça va modifier largement, la physionomie du paysage américain en matière industrielle, en matière dans le domaine spatial. On va voir à chaque fois, c'est là où on va voir les Américains prendre des successions d'initiatives et partir un petit peu sur leur route à eux, que personne n'empruntait vraiment. Parce que d'abord, quantitativement, ils investissaient de manière majeure là-dedans. Et puis parce qu'ils avaient aussi leurs besoins d'omniscience, d'omniprésence, d'omnipotence sur la planète entière, etc., qu'aucun autre pays à cette époque n'avait vraiment en réalité. En tout cas, c'est le besoin qu'eux se percevaient pour eux-mêmes. Et ça va être... donc, vous voyez, sur la couche stratégique, c'est moi ce que j'appelle la couche tactique qui arrive, et puis bientôt sécuritaire, c'est-à-dire qu'en fait, on se dit, mais tout ça, ça crée une architecture. On a les attentats des tours jumelles en 2001,
Et on se dit, mais finalement, nos ennemis de la sécurité nationale, c'est plus seulement de la sécurité militaire, c'est de la sécurité au sens large, c'est de la sécurité sociétale, c'est contre des terroristes, des combattants, des groupes, etc. Et ça va accentuer cette idée. Alors c'est à l'époque, on utilise beaucoup ces termes-là, c'est les systèmes de systèmes, les architectures d'architecture. Cette idée qu'on doit pouvoir imbriquer les choses les unes dans les autres pour en fait faire une espèce de toile qui va permettre de capter les signaux, de collecter des images le plus possible, de pouvoir utiliser tous les moyens de télécommunication possibles pour en fait, en réalité, créer une architecture qui va servir à la sécurité nationale au sens large. Alors moi, c'est ce que j'appelle l'espace sécuritaire. Ça, c'est pour moi, c'est les années 90-2000 qui vient s'ajouter là-dessus et qui va vraiment lancer un certain nombre d'entreprises amorcées par des fonds publics initialement en fait, dans ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'exploitation de technologies nouvelles, dans des modes d'industrialisation nouveaux, avec l'idée de multiplier, en fait, de créer des cohortes de moyens, des pléthores de moyens, tout en étant totalement aidés par les pouvoirs publics, qui en fait vont aider, qui veulent les aider aussi à créer leur business plan. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que la dépense publique vient au service du secteur privé et que ce secteur privé, une fois bien installé, une fois performant, sera de toute façon générateur de produits au bénéfice de l'acteur public, du Pentagone en l'occurrence, etc., etc. Alors, l'une des premières, je vous ai dit, 94, c'est la décision de Bill Clinton de libéraliser l'utilisation des images satellites. Donc là, vous avez des images qui sont prises par Digital Globe aujourd'hui. Alors ces images, elles doivent être à 48 cm, quelque chose comme ça. Et vous voyez bien que ce sont des images, mais vous connaissez tous ça. Mais ça, c'est vraiment, là, pour moi, c'est la commercialisation des applications, c'est la première phase. C'est là où on plante les graines. On autorise finalement à ce que ces images puissent faire un petit business. Alors, il ne faut pas se leurrer, hein. Ceux qui sont les acheteurs de ça, c'est d'abord les gouvernements, c'est clair, hein, c'est pas, et en particulier à cette époque-là, une image, ça reste cher, ça reste, il y en a pas, voilà, on prend pas une image de là où on veut, quand on veut, etc. Tout ça reste un peu compliqué. Et très vite, on voit que la relation qui se met en place entre ces sociétés-là, alors c'est Space Imaging au départ, Earthwatch, etc. Aujourd'hui, il y a une société qui domine aux États-Unis et un peu dans le monde, à vrai dire, c'est Digital Globe, hein, qui résulte de la fusion de toutes ces sociétés. Bon, ben, leur client principal, je dirais même leur mécène principal, c'est le Pentagone, hein, qui représente une partie de leur fonds, mais qui leur permet en fait qui leur a permis d'initialiser un business plan et de mettre en place des services. Alors on vend de l'image, puis on vend plus seulement de l'image, on commence à vendre des services élaborés, etc., etc. Alors vous voyez la qualité des images aujourd'hui, ça, il y a 30 ans, ça aurait été considéré comme des images de qualité militaire. Vous voyez en bas, par exemple, ici, là, vous voyez alors ça, c'est un truc un peu classique, c'est un peu la tarte à la crème aujourd'hui, mais ce sont ces fameux exemples ce sont ces fameux exemples de plafonds flottants des réservoirs pétroliers qui permettent, si vous avez un algorithme adapté, en mesurant l'ombre qu'il y a, de savoir quel est l'état des réserves d'un pays donné. Par exemple, si ces plafonds sont de hauteurs différentes, etc. Donc tout ça, ça va donner lieu à l'émergence de produits dans les années fin des années 90, début des années 2000. On va commencer à penser à qu'est-ce qu'on peut commercialiser comme information à partir de l'imagerie satellite. Parce que là, c'était tout à fait novateur. Bon, ça fait partie des Globe, donc il faut plein de. Alors voilà, bon, ça c'est juste. C'est vraiment aujourd'hui, ils font leur marketing là-dessus. Alors les conteneurs aussi, donc vous voyez, c'est de la sécurité. Ils font souvent la promotion de vente de services pour surveiller les ports de conteneurs, pour compter les conteneurs. Pareil, pour faire de l'intelligence économique, etc. Donc tout ça, c'est vraiment advertisé, comme ils disent, hein. Ils font de la publicité autour de ça. Alors, je n'ai pas résisté à vous mettre l'image
la dernière image Maxar du bateau qui en ce moment nous empêche de rouler en voiture. Donc voilà, bon, ça c'est pareil, ça doit être le satellite WorldView 3 qui a pris ça. Et ça, c'est un satellite, mais c'est pas le même. Alors celui-là, vous voyez, c'est un satellite de plusieurs centaines de kilos. Alors celui-là doit faire 2,5 kg qui a pris ça. Alors c'est un petit satellite de la société Planète. Alors vous voyez, l'image, c'est pas la même, hein. Mais en même temps, elle a le mérite d'être là. Et elle a été achetée, en l'occurrence, voilà, par des organes de presse. Et alors, la chose intéressante, c'est que, eh bien, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période, la période des années 90, ça, aux États-Unis, et seulement aux États-Unis, ça a préparé le terrain à l'installation d'une activité commerciale qui rentre en résonance avec les intérêts publics. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'on doit pouvoir, pendant toutes les années 90, et ça c'est mûri dans les années 90 puis le début des années 2000, qu'on doit pouvoir finalement développer un business commercial qui soit suffisamment performant pour intéresser l'acteur public, qui du coup amorce la pompe, je dirais, du business, et qui permette sur une durée plus ou moins longue, eh bien, à l'entreprise donnée, X ou Y, de créer elle-même, voilà, d'avoir un peu de temps pour s'installer et créer son business plan. Alors, c'est ce qui s'est passé avec toutes ces petites startups. Ah oui, alors au passage, ça, c'est pas du commercial, c'est une image de Copernicus. Et ça, c'est open and free, c'est européen. Et je vous ai mis ça parce que j'ai trouvé que c'était intéressant après les deux dernières images. Vous voyez la différence voilà, c'est le nombre de bateaux le 21, je sais plus, c'est le 21 mars, et le nombre de bateaux le 25 mars, c'est en train les embouteillages se densifient. Et donc, vous avez, et ça, c'est ce que j'appelle la récolte des années 2000 aux États-Unis, et seulement aux États-Unis, vous avez les startups de l'espace, donc ce qu'on appelle le New Space. Ça, c'est emblématique du New Space, qui apparaissent et qui, pour moi, sont la récolte. On a planté dans les années 90, donc il y a toujours ces grosses sociétés commerciales qui existent, mais du coup, ça a travaillé suffisamment le terrain pour qu'il y ait tout un tas de petites structures qui essayent de se noter et qui essayent finalement de surfer sur à la fois des innovations technologiques, à la fois sur le fait qu'on banalisait l'espace et qu'on pouvait aller vers du low cost, alors qu'il n'était pas tout à fait à la culture du spatial, c'est-à-dire qu'on va régler des curseurs un peu différemment sur certains critères, etc., ce qui va permettre de faire des satellites, bon, peut-être un petit peu moins fiables, mais qui seront moins chers, donc on relancera plus, jusqu'à aller dans l'exemple extrême qui est celui de Planète, la société dont vous voyez le nom ici, qui est carrément de faire des CubeSats comme ça. Donc ça, ce sont les CubeSats de Planète qui sont lancés depuis la station spatiale, mais ils peuvent être lancés, en fait, tout est bon, enfin, ils utilisent tous les moyens de lancement disponibles, et là, vous avez la fameuse image qu'ils mettent sur leur site, où vous avez ces satellites, donc qui sont des petits CubeSats, quoi, vous voyez, qui vont faire des images pas très bonnes, à 3 mètres de résolution, 3,50 m, 5 mètres, le cas échéant, en fonction de l'altitude où ils sont, mais qui sont 150 en orbite. Et il y a cette idée pour ces petites sociétés qu'évidemment, ils ne vont pas aller manger dans la cour ou jouer dans la cour des grands. En revanche, elles vont apporter quelque chose de complémentaire. Et notamment, il y a cette idée pour l'observation de la Terre, il y a cette idée qu'on va, en fait, avec tous ces petits satellites, on va tellement en mettre qu'en réalité, on va donner une dimension supplémentaire à tout ça en assurant une sorte de... Alors moi, j'appelle ça la résolution temporelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rafraîchir une image beaucoup plus souvent, avec des revisites beaucoup plus fréquentes, avec des satellites qui seront beaucoup plus nombreux. Alors, on avait misé sur la résolution géométrique, donc la précision, la qualité de l'image, la précision de l'image au sol, sa précision de localisation, évidemment. On avait regardé la résolution spectrale aussi. Voilà, on regardait dans quelle bande on regardait, mais on s'était resté des objets uniques. En multipliant des objets qui dégradent la résolution géométrique en particulier, mais du coup, on crée une forme de une troisième composante qui est cette résolution temporelle. Et finalement, pour des grandes agences de renseignement comme la NGA aux États-Unis, par exemple, eh bien, un flux de données, c'est toujours bon à prendre.
Et la NGA, donc la National Geospatial Agency, a été l'un des principaux soutiens de cette petite société Planète, par exemple, qui aujourd'hui continue à avoir ses contrats publics et notamment avec la défense, mais qui aujourd'hui essaye aussi de vendre un peu à tout le monde des images sur tous les aux agences de presse, aux agences de surveillance de l'environnement, etc., sur à peu près tout ce qui peut. Et donc, essaye de créer comme ça un business. C'est pas facile. Planète met du temps à créer de la valeur, on va dire. Mais elle est assurée par le bas d'un socle d'argent public qui la maintient, c'est clair. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est apparu nettement dans la foulée de cette préparation de terrain des années 90. Donc ça, c'est le début du New Space, si vous voulez, c'est les années 2000, enfin, on peut les dater de là, mais qui ne pourrait pas s'expliquer si on n'avait pas eu toute cette antériorité et qui a créé des relations très particulières entre l'État, le pouvoir public, et ce secteur privé particulier. Ce secteur privé, dont les gens qui le mettent en place viennent en général, alors soit du spatial, mais très vite sont rejoints par des gens qui viennent en dehors du spatial et qui viennent du monde de l'information. Alors en particulier, ces petites sociétés qui vont créer des satellites, donc il y a Planète, je vous ai montré, il y en a d'autres, il y a Spire, il y a beaucoup de... Et là, il faudrait mettre ça à jour parce que cette planche n'est pas tout à fait à jour. Et donc, il y a beaucoup de sociétés qui commencent à créer des petits satellites, qui ont des idées pour exploiter de la donnée satellitaire. Eh bien, elles font naître en parallèle une espèce de secteur qui, lui, se met en aval de ces opérateurs de satellites pour collecter leurs données et pour en faire de l'information. Et ça, ça correspond en fait à l'émergence en parallèle, en dehors du spatial, d'une espèce de société de l'information, de l'intelligence artificielle, etc., de la fusion, de l'analyse des réseaux, etc. Toute cette activité-là de service, on va dire, va voir dans ces petites sociétés spatiales le moyen d'ingérer de la donnée et d'en faire quelque chose. Alors, il y a beaucoup de publicité, il faut faire le tri entre le bon grain et l'ivraie là-dedans parce qu'il y a des sociétés qui n'ont pas duré longtemps, etc. Et on voit bien que c'est dans l'air du temps, c'est-à-dire que c'est le data analytics, quoi. Et le data analytics va se créer avec ces petites sociétés, vont essayer comme ça de travailler en symbiose, quoi. Donc, vous avez Orbital Insights, Descartes Lab, des gens comme Spacewatch Incorporated, tous ces gens-là sont censés dire aujourd'hui, on sait à peu près tout ce qui se passe sur la planète en temps réel. On ne vous sort plus des images, on vous sort des courbes en fait. En fait, vous n'avez pas besoin d'images. Les images, nous, ça nous sert pour quantifier des choses, mais en fait, ce qu'on vous sort, c'est l'information dont vous avez besoin. Ce n'est pas la donnée qu'on produit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment lancer et je dirais presque sanctionner au plan positif, concrétiser la relation espace-monde de l'information. Alors Google, par exemple, Google va même se lancer là-dedans. Alors là, en prenant une trajectoire un peu différente, eux, ils vont avoir au départ l'idée de lancer une constellation de satellites. Alors là, c'était 24 satellites d'1 mètre de résolution, constellation SkySat. Et en fait, très vite, ils se sont rendus compte que donc ils ont commencé à en lancer. Ils ont créé au fil des années une société pour gérer ça qui s'appelait Terabella. Et ils vont très vite se rendre compte que en fait, c'est pas leur métier d'opérer des satellites. Eux, ils sont brokers d'informations. Ils utilisent de l'information et ils la valorisent. Donc, ils ont vendu SkySat à Planète, donc qui désormais opère les satellites. Au-delà des petits satellites que je vous ai montrés, les CubeSats opèrent des satellites à 1 mètre de résolution, qui font aussi de la vidéo d'ailleurs, des satellites SkySat, c'est ça. Et ils ont dit, alors ils leur ont vendu la moitié du prix qu'ils avaient mis, mais ce n'était pas un problème pour Google. Et en contrepartie, on sait aujourd'hui qu'ils sont plugués sur Planète pour absorber toutes leurs données, pour les utiliser pour leurs propres usages. Alors, donc voilà, je vous ai parler de Skybox et Google. Et voilà, donc tout de suite, là, ça a donné à Planète un petit peu plus de visibilité parce que là, on était dans des données qui étaient un petit peu plus de meilleure qualité. Alors, même si ce n'est pas la meilleure résolution du monde à 1 mètre, ce n'est pas la meilleure qualité image, mais bon, à la limite, on voit bien qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de faire des systèmes qui ingèrent tout type de données.
des bonnes, des moins bonnes, des résolutions différentes, etc. On parle de fusion de données, on parle parfois d'hybridation de données, c'est-à-dire qu'on ingère des données de nature différente, ça peut être de l'image, ça peut être du signal électromagnétique, etc. Et on va mettre tout ça ensemble et on va produire de l'information. Alors évidemment, ça intéresse tout un secteur commercial et puis évidemment, ça intéresse le secteur gouvernemental. Parce qu'en faisant ça, vous faites du renseignement, vous faites de l'intelligence économique, vous faites, etc. Et là, on voit bien qu'il y a un business, quoi. Il y a cette idée qu'aux États-Unis, en tout cas, il y a cette idée que là, c'est quelque chose qui est clé. C'est la knowledge society, comme disent les Britanniques. C'est vraiment leur idée. Alors évidemment, il y a du new space en Chine, par exemple. Alors bon, je vous passe ça très vite. Il y a un tas de gens qui ont essayé de voir s'il y avait l'équivalent de société. On les voit monter, effectivement. Elles sont même comment dire, mises en avant parfois dans le domaine des satellites, mais aussi dans le domaine du lancement. J'y reviendrai pour les États-Unis. Il y a aussi, on a dit, mais en Europe, on a du New Space aussi. Donc, et c'est vrai, on a des petites sociétés, des petites startups, etc. Je pense qu'en même temps, il ne faut pas se tromper. Vous pouvez avoir une image comme ça, c'est une image statique. Vous prenez une photo, effectivement, vous avez ça. Après, il y a la dynamique de ce secteur et il y a le combustible qui le fait vivre. Et pour l'instant, la dynamique et le combustible, on ne les voit vraiment qu'aux États-Unis, en réalité. Alors, il se trouve qu'en Chine, en ce moment, il y a vraiment la volonté de délibérément, et de manière très étatique, un peu à la chinoise, mais ça reste très étatique aux États-Unis, mais c'est fait un peu de manière différente, de booster les choses, je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais en Europe, la question se pose aujourd'hui, et on pourra en discuter tout à l'heure, par exemple, sur l'exemple du projet qu'on a en ce moment de constellation européenne, la constellation de satellites de télécom. Alors très très rapidement, parce que je me rends compte que il ne faut pas que je vous prenne trop de temps, c'était juste quelques points. Il y a une société qui s'appelle Bryce qui compile comme ça les données un peu économiques. Bon, elles peuvent être un peu controversées ces données, mais elles ont le mérite de donner des ordres de grandeur. Quand vous regardez, c'était 2019, je n'ai pas fait le compte depuis, mais 21,8, près de 22 milliards de dollars investis dans plus de 220 startups créées dans l'intervalle. C'est beaucoup d'argent, même par rapport à des budgets standards d'agences spatiales, si vous voulez. Donc, c'est 2 milliards d'investissements annuels depuis 2015, avec un record de 3,2 milliards en 2018 dans des entreprises, dans des startups, dans du new space, si vous voulez. C'est l'équivalent d'un budget d'agence européenne majeure comme le CNES, quoi, si vous voulez. Donc, alors, les États-Unis, ça concentre 80% des investissements, ça concentrait à l'époque, alors c'est un peu moins le cas aujourd'hui, je pense, 80% des investissements mondiaux en volume. Bon, déjà, la Chine, c'est intéressant, la Chine et le Royaume-Uni, déjà, c'était 60% des investissements non-US, donc des 20% restants. Et ça montre bien qu'il y avait un accrochage. Le UK, on connaît bien, c'est ce qu'ils appellent la Knowledge Society. Ils avaient tout leur système catapulte pour pousser un petit peu justement l'aval de l'activité spatiale. Les Anglais ont toujours été extrêmement convaincus que le cœur de la valorisation se faisait en aval du spatial et que finalement, ils pouvaient comme ça, de manière un peu smart, se placer sur la partie la plus valorisée de la chaîne de valeur. Bon, ça, en même temps, c'est quelque chose qui se discute parce qu'ils ont toujours eu des problèmes en termes de maîtrise de l'instrument spatial lui-même. Donc, en ce moment, là, il y a des réflexions au Royaume-Uni, post-Brexit, je dirais, qui les poussent à investir dans le spatial désormais. Et la Chine, c'est intéressant de voir que très tôt, elle a pris conscience de ça aussi. Alors, à sa mesure, hein, on n'est pas encore, c'est pas les États-Unis, là. Enfin, voilà. Et vous noterez qu'en France, on n'était pas très, très, très en avance dans tout ça. La Californie, c'est 50% des investisseurs aux États-Unis. C'est presque californien comme. Alors, c'est californien, ça s'explique aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu, par exemple, le NASA Ames Research Center a été un centre d'incubation très fort de certaines sociétés du New Space, dont Planet, par exemple. Et puis, il y a différents moyens d'investissement, de faire venir de l'argent, soit par des business angels, soit par des venture capitalistes, soit aussi par les GAFA. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une filière de valorisation. Et donc, effectivement, tout de suite, ça crée des appels d'air financiers qui permettent de mettre en marche les moulinettes des Round Air, BEC, enfin des financements, des différents financements. Alors, les conditions de réussite, ça repose toujours sur quelques inconnus. Tout ce que je vous ai dit sur l'aval, sur la valorisation des données, etc., il va falloir voir
jusqu'à quel point on est capable effectivement d'accéder au rêve, de pouvoir comme ça collecter en permanence des données de nature différente et d'en tirer de l'information utile, de voir les signaux faibles et tout ça. Tout ça est très compliqué, mais il y a beaucoup d'argent qui est investi là-dedans aux États-Unis en ce moment. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. On a les gens qui étaient du département du commerce, qui s'occupaient du spatial, le département du commerce sous l'administration précédente. Trump étaient des gens qui étaient convaincus de ça. Et en fait, selon les administrations, il n'y a pas beaucoup de contraste entre les gens qui y sont et ceux qui vont prendre la main. En fait, il y a une continuité. Il y a vraiment, c'est un référentiel commun pour les Américains. Il y a vraiment l'idée que ça, ce sont les technologies qui vont permettre de prendre vraiment des coups d'avance pour la suite et voilà, qui vont enchaîner des cercles vertueux finalement, qui vont susciter des cercles vertueux. Alors en fait, la question c'est en fait, où va-t-on aujourd'hui aux États-Unis quand on regarde le New Space? Et si on fait un coup de loupe maintenant sur la période actuelle, on se rend compte que le New Space et les efforts militaires se rapprochent de plus en plus. Et surtout, le regard commence à être identique. C'est-à-dire que, alors ça c'est un peu ma théorie en ce moment, qui est critiquable, hein, c'est de dire qu'on regarde de plus en plus le spatial par le biais même du fait que, par le fait même que les objets se banalisent un peu, se multiplient, on parle de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers, etc. Ça a un effet aux États-Unis en particulier, peut-être pas qu'aux États-Unis, mais aux États-Unis en particulier, quand on lit les discours, quand on voit les réflexions, c'est qu'on voit de plus en plus l'espace, non plus comme des systèmes spatiaux, on les voit comme de l'infrastructure. Les Américains disent de la commodity, c'est en gros de l'infrastructure de base. Et on le voit du côté industriel comme ça, je vous reparlerai de Starlink tout à l'heure, on le voit du côté du secteur public et du Pentagone. Le Pentagone, aujourd'hui, parle en couches, en layers. C'est-à-dire, en fait, finalement, la Terre, ça va être, on va mettre des layers. Il y aura une layers télécommunication, une layers de capteurs, de sensors pour capter différents sujets, etc. Donc, on commence à décaler le regard sur le spatial. Et à la limite, c'est assez agnostique. C'est-à-dire que si le spatial rend le service, on le fait. Et en fait, c'est un rapport coût-bénéfice vraiment... s'il faut mettre plusieurs milliers de satellites, qu'on sait les mettre dans des bonnes conditions avec toute une chaîne qui est prévue pour ça, c'est-à-dire de la réutilisation, on casse les prix du lancement, on industrialise tellement la production de satellites que s'il faut en remplacer, on les remplace, etc., etc. Même si, alors évidemment, ils seront moins chers, ils seront moins fiables, ils sont mal spatialisés pour certains, ils tombent souvent en panne. On itère et puis on essaie de faire des trucs qui sont mieux. Donc il y a cette espèce de banalisation du spatial, alors qu'on voit dans toutes les interviews. C'est frappant même dans ces derniers mois, tous les responsables politiques et militaires américains disent non, il faut totalement banaliser le spatial en fait. En fait, le spatial, ça devient un élément simplement de notre infrastructure globale, c'est tout. Et on ne le privilégie ni ne l'écartons. C'est quelque chose qui doit être transparent. Et alors ça, c'est marrant parce que en fait, il y a une anecdote quand même qui est intéressante qui va dans ce sens-là. C'est que vous avez peut-être vu il y a quelques mois, la FCC en 2019, donc l'administration américaine pour les communications, a lancé un appel d'offres de 16 milliards de dollars pour réduire la fracture numérique aux États-Unis et relier les maisons à l'Internet qui sont paumées au Montana ou partout par là. Et donc a lancé un premier appel d'offres qui était ouvert seulement aux câblo-opérateurs, aux fibro-opérateurs, donc aux opérateurs de réseaux terrestres. Et Elon Musk a vu passer l'appel d'offres et a écrit immédiatement à la FCC en disant « mais c'est scandaleux, parce que pourquoi vous ne considérez pas les opérateurs de satellite ?» Et donc la FCC lui répond « écoutez, compte tenu des performances que nous exigeons en termes de débit, de volume, de latence, etc., on estime que les satellites ne sont pas adaptés. » Et donc lui écrit à nouveau une lettre de réponse en disant ça c'est une bêtise parce que moi je me fais fort de vous prouver que c'est pas le cas. Et donc il a un mois pour le prouver. Et bien un mois plus tard, la FCC est obligée de changer son appel d'offres et d'inclure les satellito-opérateurs. Donc il y avait 150 câblo-opérateurs à peu près, et puis SpaceX et Hughes qui opérait un système géo du coup. Les résultats sont tombés le 7 décembre dernier.
Le premier qui ont été sélectionnés en termes de volume, c'est un gros câbleau opérateur américain qui doit relier 650 000 maisons et qui a 2 milliards pour le faire. Un autre, c'est Charter, c'est un deuxième. Le deuxième, c'est un autre fibre opérateur américain, pareil, qui a 1,8 milliard. Et le troisième, c'est SpaceX, qui a récupéré 887 millions pour relier 635 000, je crois, domiciles dans 35 États différents. Alors, c'est sur 10 ans, c'est peanuts en termes de financement. Enfin, c'est pas peanuts, mais pour SpaceX, c'est peanuts, c'est 87 millions par an. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il installe l'idée que c'est de la fibre dans l'espace, quelque part. Et ça parle tout à fait, à cette, voilà, c'est tout à fait en phase avec cette vision décalée dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça permet aussi d'intégrer le business de manière beaucoup plus fluide dans le système, dans le monde de l'information, en fait. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que pour un certain nombre d'éléments qui se passent dans l'espace, ce n'est pas tellement les relations entre industries spatiales qui sont structurantes, c'est les relations entre l'industrie de l'information. Alors, je vais vous en donner un, par exemple, alors, je vais vous donner un élément. Bon, là, on voit effectivement que se multiplient désormais tous les projets de constellation de collecte de données, y compris d'ailleurs, vous voyez, OKAI 360, par exemple, c'est une société qui va collecter des signaux électromagnétiques. Alors évidemment, elle va collecter tout avec tout un tas de satellites en constellation, et ensuite, c'est des données qu'elle veut vendre en les analysant, etc. Alors ça peut être évidemment, alors on voit bien qui est intéressé par récupérer des signaux électromagnétiques de toute nature ou des émissions électromagnétiques. Donc évidemment, c'est une société qui est très très en rapport avec le gouvernement américain, mais qui prétend aussi faire un business de ça finalement en enrichissant d'autres données et en permettant à celui qui va utiliser ces données hybridées de sortir de l'information stratégique, etc., etc. Alors, il y a un point intéressant dont je voulais vous parler avec Starlink, c'est que, en fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que tel qu'on voit évoluer le New Space aux États-Unis, et je vous en parlerai pour la Chine après, bien, ça évolue sur 3 pieds, cette affaire-là. Vous avez d'abord les méga constellations, c'est-à-dire en fait une filière industrielle spatiale qui sait faire des satellites en constellation. Il n'y a pas que les États-Unis qui savent faire ça. Hein. Ça, c'est les gens qui font du spatial, les grands pays spatiaux sauraient le faire, savent le faire. Mais on le voit surtout aux États-Unis. Et je vous ai parlé du contrat, enfin en tout cas de l'activité de Starlink, notamment sur la connectivité. Mais la chose la plus intéressante, c'est que ce qui s'est passé récemment, c'est que Starlink a signé un partenariat, un contrat, en fait, un accord avec Microsoft Azure. Microsoft Azure, c'est le cloud de Microsoft, qui est en fait un cloud qui se base, alors qui a toute une activité commerciale, puis une activité gouvernementale aussi. Et dans le cadre de cette activité gouvernementale, elle se base aussi pas mal sur ce qu'on appelle les Data Modular Centers. Et en fait, ce sont des serveurs qui sont installés dans des conteneurs qui sont distribués partout dans le monde. Et il se trouve que récemment, Microsoft Azure a gagné un très gros contrat, le contrat qu'on appelle JEDI, qui est le contrat, donc c'est Joint Enterprise Defense Initiative du Pentagone, qui finance les 10 ans de cloud, pour le Pentagone. Et c'est 10 milliards de dollars sur 10 ans. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Microsoft a gagné ce contrat et en fait utilise Starlink pour créer sa connectivité entre ces différents data centers. Et en fait, la réalité, c'est que il faut comprendre que dans cette équation, désormais, on a quoi? On a une filière spatiale, Starlink en l'occurrence, une filière qui valorise ce spatial, Microsoft Azure en l'occurrence, le cloud, et un pôle gouvernemental qui en fait amorce la pompe avec des très gros contrats, avec des ordres de grandeur très importants, qui sont finalement des assurances pour démarrer des business. Celui qui a perdu là-dedans, c'est Amazon, parce qu'Amazon Web Services avait été en compétition avec Microsoft Azure pour avoir ce contrat Pentagone, ne l'a pas eu. C'est pour ça qu'Amazon voulait sa propre constellation, Kuiper. Donc Amazon, pour l'instant, tout ça est en procès, parce qu'Amazon fait un procès en fait au Pentagone pour essayer de renverser la décision. Il n'est pas sûr que Biden n'annule pas le contrat d'ailleurs. Mais ça montre bien que là encore, Amazon
bien, on pense spatial, on pense filière aval qui valorise, et on pense acteur public qui permet d'amorcer la pompe. Il se trouve que Starlink, dans cette histoire, eux, ils gagnent une clientèle, celle de Microsoft Azure, en l'occurrence le Pentagone, mais éventuellement avec derrière des add-ons pour une clientèle plus large. Microsoft gagne de la connectivité avec les Starlink. C'est un peu l'idée. Alors ça, c'est intéressant parce que ce triptyque, là, vous le voyez, je l'ai illustré comme ça, c'est la filière industrielle, la filière qui valorise en aval et l'amorçage public dont je vous parlais. En Chine, on commence à le voir. C'est intéressant de voir qu'il y a eu un filing récemment de 13 000 satellites là, à l'UIT de la part de la Chine. Il se trouve qu'Alibaba et Tencent sont en train de monter en flèche sur les problèmes de cloud. Et on sait que la Chine a des besoins d'infrastructures énormes, y compris d'ailleurs à l'étranger pour ses routes de la soie, etc. Et on le voit arriver. Et il y a un gouvernement qui a les moyens d'amorcer la pompe. Donc aujourd'hui, voilà un peu ce qu'est le New Space pour moi. Ça reste d'abord essentiellement américain. Sur la Chine, c'est encore un point d'interrogation. Mais c'est essentiellement développé par de l'acteur public. C'est le résultat d'une transformation des relations entre secteur public et secteur privé qui s'est faite en fait au fil des années et qui a vraiment permis, j'allais dire, de travailler le terrain de manière telle que eh bien, ce New Space finalement s'installe et donne l'apparence comme ça d'être seulement l'expression d'une évolution technologique et d'une évolution de la culture industrielle. Voilà, je m'arrêterai là et puis j'écoute vos questions. Alors donc, je vais faire le modérateur donc pour les questions. Donc, je vous invite à écrire les questions. Il y aura une partie écrite et une partie qu'on fera à l'oral. Donc pour les questions écrites, je vous invite à cliquer sur le bouton converser qui est en bas. Et donc, vous aurez une petite fenêtre qui s'ouvre à droite où là, vous pouvez écrire une question. Donc, je vais essayer de prendre les questions les plus pertinentes et de faire, si possible, toutes les questions. Et il y aura également des questions à l'oral. Donc, pour cela, je vous invite à cliquer sur le bouton réaction et vous pouvez lever la main. Et donc, quand je dirai votre nom, vous pourrez décocher votre micro et votre caméra si vous voulez et on pourra interagir. J'ai un petit imprévu, mais je peux être encore avec vous. Mais est-ce que, malheureusement, je ne pourrais pas être avec vous plus d'une quinzaine de minutes. Et je D'accord, donc on va faire les questions. En cas d'échéance, je pourrais répondre à vos questions. Mais jusqu'à une quinzaine de minutes, si c'est possible. Je m'excuse par avance. Donc, quelqu'un demande, donc, et les Russes, donc, dans tout ça Bien, les Russes dans tout ça, et les Russes dans tout ça, c'est une très bonne question. Les Russes ont très vite perçu ce qui se passait et ont eu une réaction un peu à la russe, c'est-à-dire qu'ils ont, depuis longtemps, ils ont mis en place à Skolkovo une espèce comme ça ils ont essayé d'incuber des choses. Mais en réalité, aujourd'hui, on ne voit pas du tout cette dynamique en Russie. Alors, pour plein de raisons aussi, parce que le secteur spatial lui-même a une dynamique très particulière en Russie. Et puis parce qu'on n'a pas la même histoire en fait, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la. C'est pour ça que pour moi la situation de New Space elle est très très singulière et elle est très américaine parce qu'en réalité elle est vraiment liée à cette histoire des années 90 que pour le coup les Russes n'ont pas eu. Ils ont eu d'autres problèmes à gérer mais ils ne sont pas rentrés dans cette dynamique-là. Donc aujourd'hui moi je ne vois pas en Russie. Alors il y a des startups, il y a des choses comme ça, mais pas du tout organisées de la même façon et avec les mêmes injections de budget évidemment. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc monsieur, Space Kiwi, donc je vous invite à… Alors, oui, c'est une bonne question. Comment développer le New Space en Europe? Justement, posons-nous la question de la constellation européenne. Moi, je suis en train d'y travailler en ce moment. Si on reprend ma grille avec les 3 pieds, là, donc la filière industrielle, on sait faire des satellites low cost, on l'a montré avec OneWeb, puis on a toute l'excellence technologique en Europe, c'est la première du monde quasiment, en termes de savoir-faire sur les objets spatiaux, ça c'est clair. Après, on se pose la question, alors est-ce qu'on a des éléments de valorisation à travers une filière aval? Alors ça c'est beaucoup plus compliqué. Effectivement, en gros, on va dire, mais il n'y a pas de GAFA européen, hein, c'est classique, il n'y a pas de GAFAM européen. Ben oui, ça c'est un vrai sujet.
comment on exploiterait aujourd'hui, voilà, quels sont, alors on sait que on parle de connectivité, d'Internet des objets, il y a tout un tas de choses, de liaison des mobiles, etc. En même temps, tout ça, on en parle depuis des années. On sait que le business, il n'est pas très facile à trouver. Il n'est pas très facile à trouver sur ces marchés-là parce que le marché des télécommunications, c'est un marché ultra compétitif et qui en fait peu de place au spatial aujourd'hui sur ce genre de niche finalement. Et donc, ça veut dire qu'il faut penser cloud, par exemple. OK, pensons cloud. Il faut penser cloud souverain. C'est vrai qu'on parle du cloud souverain. Mais cloud souverain, ça suppose quoi? Ça suppose que des pays européens investissent en commun suffisamment d'argent, à des ordres de grandeur importants quand même, hein, c'est plusieurs milliards sur plusieurs années, pour l'assurer. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire se mettre d'accord politiquement pour qu'effectivement il y ait une demande de ce type de choses. Alors qu'est-ce qui pourrait être des programmes qui justifient ça? Si on regarde aux États-Unis, là on voit bien que ce sont des programmes militaires. En Chine, on imagine que ça pourrait être le cas aussi. En Europe, on a des programmes de ce type qui pourraient être par exemple le SCAF ou d'autres choses. Le SCAF, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu dans le SCAF, vous savez, c'est le système de combat aérien futur, qui est en fait un nœud de connexion et qui fera appel à toutes ces technologies numériques, à toutes ces technologies du cloud. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse tout un travail en amont, en réalité, politique, puis budgétaire, justifiant des besoins qui ensuite se traduiront en infrastructure, en capacité, en besoin de capacité, ces besoins de capacité impliquant in fine qu'on ait recours à une constellation de satellites pour... Donc, en Europe, on a vraiment du pain sur la planche, si on prend ma grille de lecture, qui sera finalement de reconstruire ce trépied. Pour l'instant, on a un pied très fort, c'est la filière spatiale. Mais il nous manque peut-être les deux autres. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel, vraiment, c'est très intéressant de s'interroger aujourd'hui. Alors, attendez, je regarde les autres questions. Alors, je vais vous donner des questions, si vous voulez. Je crois qu'il y avait une question orale, si je ne me trompe pas. Et oui. Juste, excusez-moi, j'interviens pour ne pas abuser de votre temps. Vous nous donnez quel délai, quelle est la deadline? On a encore combien de temps? Écoutez, jusqu'à 18h20. Après, je serai vraiment obligé de voilà, juste pour qu'on soit d'accord. Okay. Déjà, merci de votre temps. Je vous en prie. Excusez-moi, c'est moi qui m'excuse. 18h20, c'est bon. Voilà. Donc on va prendre la question orale. Donc, je crois que c'est de M. Space Kiwi, c'est ça? Oui. Oui, bonjour. Merci pour cette de me donner un petit peu de temps. Je voudrais parler un petit peu des bourses qui commencent, enfin de ces placements de nouvelles sociétés de start-up en bourse, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'on appelle des SPAC. Oui. Et c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors moi, je suis pas du tout expert de ça. Je vois ça, c'est les SPAC là. On en parle vraiment partout. En fait, c'est des sociétés. Alors, on a le sentiment quand même que ça crée quand même pas mal de bulles financières. En fait, ce sont des sociétés qui sont créées spécialement pour créer de la valeur lors de rachats. En fait, hein, c'est ça en réalité. Il semble que, effectivement, alors même en Europe, on s'y intéresse. Il semble que ce soit un moyen majeur aujourd'hui de faire accéder un certain nombre de startups sur stéroïdes, on va dire, de faire accéder à des niveaux de financement inespérés, enfin inégalés, inédits, en peu de temps. Après, moi, je ne suis vraiment pas du tout expert là-dessus. Voilà, je ne saurais pas du tout commenter en tant que technicien d'analyse financière ou autre sur ce que recouvrent un peu ces SPAC. C'est vrai ce qui me paraît étrange, c'est qu'on en parle, c'est apparu il y a quelques mois vraiment de manière très récurrente. Mais effectivement, on voit encore que il y a des SPAC qui ont racheté Nanorax, qui ont racheté plein de sociétés. Et c'est un peu la course, en fait, au surfinancement. Mais ce qui est un peu embêtant, c'est que ça semble très spéculatif pour le coup. C'est-à-dire que c'est vraiment fait, et c'est annoncé pour ça, c'est fait pour faire beaucoup de plus-value et revendre ensuite. Donc ça veut dire que derrière, il faut quand même qu'il y ait un business qui soit quantifiable et qui soit avéré. Et aujourd'hui, mais il n'y a qu'une chose que je vois, c'est que le business qui est avéré, c'est un business public aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est ça la différence aussi. Il ne faut pas se tromper. Aux États-Unis, il y a tout ce hype autour du financement un petit peu comme ça, un petit peu artificiel. Mais en réalité, il y a des réalités d'investissement public qui sont là et qui permettent à ces sociétés, certaines d'entre elles, pas toutes d'ailleurs, de se maintenir à flot et de continuer. En réalité, l'installation, elle se fait en biseaulant. Elle ne s'est jamais faite comme ça de manière
boosté en quelques mois, ça tient pas, enfin, à mon sens. Après, franchement, j'ai pas la compétence pour vous répondre bien là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, il y a deux questions donc sur l'Europe. Une question sur le rôle pour la Commission européenne et la deuxième question sur est-ce que la constellation européenne peut-elle être à la fois l'amorce et le catalyseur pour l'aval? Alors, le rôle de la constellation européenne, on parle de l'Internet des objets. Alors, on parle aussi beaucoup de sécurisation, parce que ce serait une constellation très sécurisée. Un peu, il y aurait une sorte de, comme le PRS de Galiléo, on voit bien qu'il y a l'idée quand même de faire de cette constellation un instrument d'usage public et gouvernemental, enfin sécurisé. Donc, il y a cette idée que, effectivement, il y a des acteurs privilégiés qui pourraient l'utiliser et donc qui pourraient être des acteurs qui financeraient ça. Alors, à ce titre-là, on pourrait dire, effectivement, ça peut déclencher des envies d'achat, on va dire, j'exagère un peu, mais chez un certain nombre de gouvernements qui en auraient besoin pour faire fonctionner ou pour opérer leur mission, et notamment leur mission militaire. On peut penser aux OPEX, on peut penser à plein des missions très, très gouvernementales. À nouveau, je vous ai parlé du SCAF, par exemple. Le SCAF, ça pourrait être le programme rêvé pour justement faire un peu un appel à partir de cette connectivité qui serait organisée, un appel en termes d'usage, d'utilisation pour une constellation comme ça. Il y a un autre truc, c'est le char de combat du futur, par exemple, dont on dit que ça va être un nœud de communication. Donc maintenant, on conçoit les programmes militaires, les programmes d'équipement comme des nœuds de communication essentiellement, avec des effecteurs, etc. Tout ça se parle tout le temps. Là aussi, on est dans l'hyperconnectivité, mais avec beaucoup de flux d'informations. Donc on se dit, bien, si on déploie ça sur des terrains, on va partout dans le monde, etc., on peut avoir besoin de ces infrastructures-là. Donc ça, on pourrait. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on se mette au préalable. Après, techniquement, il faut l'avérer, ce truc-là. Mais il faut qu'on se mette au préalable. D'accord, on est 27 pays et on ne fait pas tous des OPEX. On n'a pas tous les mêmes ambitions militaires, on n'a pas tous les mêmes capacités de déploiement, etc. Et donc, au bout du compte, c'est toujours les mêmes pays, et voire le même, qui a l'idée de surfer un peu sur ses capacités technologiques pour accomplir les missions qu'ils se donnent. Donc ça, ce sera un vrai... Aujourd'hui, on va bientôt avoir la présidence française de l'Union européenne. C'est un vrai sujet de réflexion, c'est comment préparer le terrain Il faut se parler entre ministères de la Défense, par exemple. Aujourd'hui, par exemple, dans le cadre européen, il y a ce qu'on appelle les coopération permanente structurée qui permet de rassembler certains pays qui pensent un peu pareil sur des projets communs et de financer ça. Ce serait un petit peu la même chose. Alors, on va pas en faire une coopération structurée permanente, mais c'est l'idée. Il faut travailler le sillon, la terre profondément pour que émergent de ça des besoins communs et que ces besoins communs se traduisent par des spécifications capacitaires communes dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'information, et que ça, ensuite, par effet de bord, que ça justifie qu'on déploie une constellation. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Et ça, c'est vraiment un travail à faire, à mon sens, très, 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 très vite, en fait. Alors, donc, nous avons une question sur les données personnelles. Donc, comment construire une confiance locale et quelle gestion des données, notamment face à la RGPD? Alors là, franchement, moi, je ne suis pas du tout spécialiste Alors, je connais la RGPD et nous-mêmes, on l'applique en tant que FRS, bien sûr. Alors, il y a, pour tout ce qui est sécurisation, intégrité des données, etc., c'est intéressant. On parle beaucoup, par exemple, des technologies quantiques pour l'utilisation de la constellation européenne, etc. On voit bien que c'est très, très pris en compte. Au niveau de la Commission, notamment, c'est quelque chose, je crois que c'est à juste titre, à la fois c'est un différenciateur technologique et puis c'est quelque chose qui répond à des aspirations de sécurité, à des aspirations de contrôle de l'intégrité des données, et voire effectivement de protection des données. Après, les protections des données personnelles, vous savez, quand aujourd'hui vous allez sur le cloud, vous n'avez pas 36 clouds. Le premier acteur du cloud, c'est Amazon, après c'est Azure, c'est Microsoft, et le troisième, c'est Google. Et franchement, vous seriez surpris par le nombre d'entreprises qui utilisent aujourd'hui, par exemple, ces clouds-là pour faire fonctionner leur centre de calcul, pour faire fonctionner leur simulation, etc., etc. Vous nous accordez une dernière petite question? Oui, je vous en prie. Je m'excuse, je suis vraiment désolé. Alors, donc, il y a une question sur avec le développement de ces nouvelles constellations, ouais. Les satellites et les services privés. Donc, quel avenir pour les satellites régaliens comme la filière Iris ou Céleste, par exemple?
Mais je crois que, en fait, il y a de l'avenir. C'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, il ne faut pas toujours les prendre comme modèle non plus, hein, mais en fait, ça se passe, je pense, en France, on réfléchit comme ça aussi, en Chine aussi. Il y a ce qu'on appelle le noyau dur, parce qu'il y a des satellites qui sont utilisables que par les militaires, enfin, il y a des performances qui ne sont demandées que par les militaires et qui n'ont pas de sens à être développées à des fins commerciales, par exemple. Et ça, les militaires continuent à garder un certain nombre d'usages spécifiques et d'exigences en termes de performance. Et ça, donc, il y aura toujours des développements spécifiquement militaires en matière de satellites. Enfin, on peut l'imaginer, soit en termes de précision pour certaines choses, en termes de durcissement, etc., etc. Mais de plus en plus, effectivement, ce noyau dur, on a le sentiment que ça se réduit un peu et qu'on essaye de le plugger à une masse de plus en plus grande de satellites, un nombre de plus en plus grand de satellites qui sont des satellites de haute performance qui en même temps vont rendre un service aux militaires, un service de complément et qui en même temps vont faire fonctionner une activité commerciale, etc. Et ça, on le voit avec les images que je vous ai montrées, par exemple, de satellites d'observation, c'est un exemple. Et on voit que des images à 30 cm ou à 40 cm, bientôt on va descendre à 25, voire à 20. C'est des images qui étaient des images de qualité militaire il n'y a pas si longtemps, quoi. Et donc, les militaires vont vouloir les utiliser, c'est sûr. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. Je suis en train de me dire que… Désolé, oui, c'est vraiment un imprévu. On pourra poursuivre cet échange peut-être à l'Aéroclub de France. En tout cas, on sera heureux si vous êtes disponible de vous réinviter à l'occasion. Je vous en prie, merci à vous de m'avoir invité. Encore vraiment désolé pour cette merci à vous. Je serais ravi de tous vous retrouver.